les sociétés musulmanes restent en deçà de tous les standards que nous sommes en droit d'attendre des sociétés modernes et civilisées. On a parlé du fait que les sociétés musulmanes étaient surreprésentées parmi les régimes les plus autoritaires, affichaient des niveaux de misogynie, d'homophobie, d'antisémitisme qui étaient anormalement élevés. Il faut aussi remarquer que la contribution du monde musulman au progrès humain n'est pas à la hauteur de son poids démographique. En 2008, la Banque islamique de développement basée en Arabie Saoudite, qui je crois est peu suspecte d'islamophobie, se désolait que le monde musulman n'était responsable que de 0,1% des découvertes scientifiques originales, alors même qu'il pèse un quart de la population mondiale. Fergan Azihari, vous publiez L'islam contre la modernité. Quelle a été la genèse de ce livre? Avez-vous un lien personnel avec l'islam qui vous a conduit à vous y intéresser? Mes parents sont originaires des Comores, qui est un pays musulman, même si moi je suis né en France. J'ai été éduqué dans la religion musulmane, mais je m'en suis séparé à l'âge de 18 ans, et c'est bien plus tard que j'ai ressenti le besoin de comprendre les dysfonctionnements du monde dont mes parents sont issus et qui expliquent leur exil, leur décision de voyager à plus de 8000 km du lieu de leur naissance. Et je pense que toutes les personnes issues de l'immigration postcoloniale sont nécessairement amenées à s'intéresser aux dysfonctionnements qui expliquent l'exil de leurs ancêtres. Ce livre est le fruit de 5 ans de travail, et ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre les singularités qui distinguaient le monde musulman des autres aires culturelles. Le fait est que les sociétés musulmanes affichent des niveaux de violence, de xénophobie, d'homophobie, d'antisémitisme, de misogynie, qui sont anormalement élevés au regard des standards modernes. Ça, c'est un fait qui est facilement démontrable par toutes sortes de chiffres, d'indicateurs. Et ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre les causes socio-historiques profondes de ces anomalies. Précisément, quand on s'interroge sur les origines des maux du monde musulman actuel, on se rend compte en réalité qu'il y a une certaine continuité et que le monde musulman est, depuis le début de son histoire, le terreau de nombreux courants autoritaires qui ont fini par prendre le pouvoir et donner une ère culturelle qui est caractérisée par une violence quand même anormale au regard des standards internationaux. Est-ce pertinent de parler de monde musulman ou monde islamique comme une entité alors qu'il est composé de pays très différents, du Maghreb à l'Asie du Sud-Est, en passant par les pays du Golfe? Aucune civilisation n'est vraiment homogène. Il y a évidemment des différences importantes entre les pays musulmans, comme à l'intérieur du bloc occidental. Il peut y avoir des différences culturelles entre la France et les États-Unis. Et il n'en demeure pas moins qu'il y a un socle commun, qui est la religion musulmane, et donc qui légitime le fait de considérer le monde musulman comme une entité. Alors pas forcément homogène, mais une entité. Et en l'occurrence, cette entité se singularise par un certain nombre de traits spécifiques. Le monde musulman est aujourd'hui le terreau de nombreuses anomalies politiques qui ne sont pas forcément très reluisantes, puisque le monde musulman est composé d'une quantité disproportionnée de régimes autoritaires où la liberté et l'égalité relèvent de la science fiction. La quasi-totalité des sociétés musulmanes se situe dans la moitié inférieure de tous les grands classements qui s'intéressent à l'égalité homme-femme. C'est dans les pays musulmans que l'on recense la majorité des minorités confessionnelles les plus discriminées, les plus persécutées. Les sociétés musulmanes sont aussi surreprésentées parmi les pays où se déroulent des conflits armés. Et le palmarès des organisations terroristes est malheureusement là encore essentiellement composé de groupes d'obédience musulmane. Donc là encore, on voit que sur le plan politique, le monde musulman, sans avoir le monopole du fanatisme ou de la violence, entretient quand même vis-à-vis de la liberté, de l'égalité, eh bien, une relation qui est particulièrement désastreuse et qui le singularise par rapport à d'autres aires culturelles. Une première partie importante du livre revient sur l'histoire de ce monde islamique. Pourquoi était-il nécessaire de revenir à l'origine de l'islam et même à son antériorité? Parce que je me suis rendu compte que l'historiographie musulmane, qui relève de mon point de vue de la propagande, enseigne que l'islam est né dans un Orient, dans une Arabie arriérée. L'historien Fernand Braudel disait que l'islam, en s'emparant du Proche-Orient, s'est approprié l'un des plus vieux, sinon le plus vieux carrefour de peuples et d'hommes civilisés qui soient au monde. Dès les premières décennies de l'expansion musulmane, les musulmans vont s'approprier la Mésopotamie,
qui est le berceau de l'écriture, le berceau de l'agriculture, de la sédentarité, les premières villes, les premiers codes de loi, bref, la civilisation, excusez du peu. Les musulmans vont détruire le régime sassanide et s'approprier la Perse, un foyer important de culture et de science, qui avait accueilli d'importants éléments païens et chrétiens qui étaient très versés dans les sciences et la culture antique. Les musulmans vont très tôt bénéficier de la technologie chinoise de la fabrication du papier, qui leur conférait un avantage décisif dans la conservation et la diffusion du savoir. Je rappelle par exemple que l'Europe ne connaît pas le papier avant le XIIe siècle. Et les musulmans vont aussi dérober à l'Empire romain d'Orient, dérober à l'Empire byzantin, la Syrie, l'Égypte, c'est-à-dire les sociétés qui comptaient alors parmi les plus riches, les plus lettrées, les plus cultivées de la Méditerranée antique et orientale. Et cette dévalorisation de l'héritage des sociétés pré-islamiques, je l'ai constaté, a eu un effet assez dévastateur dans la région, aussi bien d'ailleurs en Orient qu'en Occident. Pourquoi ? Parce que cette dévalorisation, qui s'inscrit dans une logique coloniale tout à fait classique, a entretenu chez les musulmans un profond désintérêt pour l'histoire des sociétés pré-islamiques. Il est par exemple assez révélateur que les plus beaux vestiges des civilisations anciennes qui parsèment les côtes nord-africaines, qui se situent en Syrie, en Égypte, en Jordanie ou ailleurs, ont presque systématiquement été exhumés par des étrangers, par des Européens en l'occurrence, et très rarement par les indigènes. On a souvent insisté sur l'âge d'or abbasside et les périodes de traduction de la science gréco-arabe. On a un peu moins insisté sur ce que les musulmans ont délaissé, notamment l'histoire. Les musulmans n'ont jamais pris la peine de traduire des œuvres historiques grecques, notamment l'histoire de la Grèce antique, l'histoire de l'Empire romain d'Orient. Les musulmans ont plutôt aussi méprisé la philosophie politique qui était issue de ces régions-là. Et on sait que la philosophie politique antique grecque et romaine a eu une influence décisive dans l'éclosion de la démocratie libérale en Occident. Donc il y a quand même des pans entiers de la culture antique qui ont été délaissés par les musulmans et qui expliquent, à mon avis, les trajectoires différentes qui ont été prises aussi bien par l'Orient et l'Occident. Ce désintérêt pour le passé pré-islamique a persuadé finalement aussi bien les musulmans que les non-musulmans que l'islam était la meilleure chose qui pouvait arriver aux populations qui sont tombées sous le joug islamique. Or, lorsqu'on se souvient que le monde arabe avant l'islam a donné des empereurs et des impératrices à Rome, lorsqu'on se souvient que l'Afrique du Nord était jadis un lieu où on méditait les réflexions de Cicéron et où on les préférait aux élucubrations coraniques, lorsqu'on se souvient qu'on préférait jadis à Gaza la lecture d'Aristote à celle du Coran, lorsqu'on se souvient que l'Afghanistan, des siècles avant l'islam, produisait de magnifiques sculptures gréco-bouddhistes, on est en droit de s'interroger sur ce mensonge qui voudrait que l'islam aurait eu un effet civilisateur et aurait été un progrès pour la civilisation. Et d'ailleurs, Claude Lévi-Strauss lui-même estimait que l'islam a finalement coupé en deux un monde qui était jadis bien plus civilisé. Selon vous, cet effacement des sociétés pré-islamiques et le peu d'intérêt pour les autres cultures ont généré une forme de xénophobie de la part du monde musulman. Comment l'expliquez-vous ? Ce qui est en effet assez spectaculaire quand on regarde l'histoire des relations interculturelles entre l'Orient et l'Occident, c'est cette asymétrie en matière de curiosité intellectuelle. Pendant très longtemps, on a reproché à l'Occident d'avoir manifesté une forme d'arrogance à l'égard des sociétés indigènes, ce qui est sans doute vrai, mais là où le reproche est un peu injustifié, c'est que l'Occident a manifesté à l'égard, par exemple, de la culture orientale, une curiosité qui n'a jamais été réciproque. On recense dès le Moyen-Âge par exemple des lettrés européens qui vont apprendre l'arabe, qui vont s'initier aux langues orientales, y compris d'ailleurs pendant les croisades, où on recense quelques Européens qui vont apprendre l'arabe, ainsi que le rappelle par exemple Amin Malouf dans son célèbre ouvrage « Les croisades vues par les Arabes », alors même que les musulmans jusqu'au XVIIIe siècle vont refuser d'apprendre toutes sortes de langues occidentales, alors même que ces langues-là étaient solidement implantées dans les régions passées sous la domination musulmane. Le latin était très
répandu dans l'Espagne visigothique et en Afrique du Nord, les musulmans n'ont jamais appris le latin. Le grec était très répandu en Égypte et en Syrie, ils n'ont jamais appris le grec, ils n'ont jamais appris le syriaque. Donc il y a en effet une asymétrie qui peut s'expliquer à la fois par un sentiment de supériorité que le monde musulman a manifesté tout au long de son histoire, mais aussi par des préjugés religieux, parce qu'il y a dans la littérature musulmane des traditions attribuées à Mahomet qui découragent franchement les musulmans d'imiter les mécréants, parce que l'imitation est considérée comme étant un risque de dissolution dans une culture étrangère qui serait par essence indésirable. Cette xénophobie historique peut tout à fait être pertinente pour analyser les enjeux actuels. On voit que le monde musulman est quand même beaucoup plus fermé à l'altérité, par exemple, que le monde occidental, que le sectarisme culturel historique rejaillit aujourd'hui. Par exemple, en 2002, un rapport de l'ONU sur le monde arabe déplorait que la Grèce traduisait vers le grec 5 fois plus de livres que le monde arabe n'en traduisait vers l'arabe. Dans mon livre, je cite aussi le sociologue néerlandais Ruud Koopmans, qui montre avec l'aide des données de l'UNESCO que, par exemple, 5 millions de Finlandais traduisent beaucoup plus de livres étrangers qu'un demi-milliard de musulmans. Donc je pense en effet que ce sectarisme, cette xénophobie culturelle historique permet aussi, en tout cas son analyse, permet d'éclairer le problème que le monde musulman cultive encore aujourd'hui à l'endroit de l'altérité, et même quelque part les problèmes d'intégration que nous connaissons dans les sociétés occidentales, dans la mesure où cette fermeture que l'on observe aujourd'hui s'inscrit quand même dans une continuité historique assez évidente. Une autre différence que vous soulignez entre le monde musulman et l'Occident est le rapport à l'histoire coloniale et à l'esclavage. Vous parlez même de négationnisme du monde musulman sur ces sujets. Ce négationnisme, il est d'ailleurs pas propre au monde musulman, parce que même en Occident, on parle de la colonisation au singulier, avec l'article défini là, ce qui suggère qu'il n'y aurait eu qu'une seule colonisation et que l'impérialisme aurait été un monopole européen. Or évidemment que dans l'histoire, aucun peuple n'est toujours et partout innocent, que les musulmans ont eux aussi été de grands conquérants. Le philosophe français Cornelius Castoriadis disait d'ailleurs qu'il ne poussait pas des Arabes naturellement sur les pentes de l'Atlas au Maroc, pour signifier évidemment que s'il y a des musulmans aujourd'hui au Maghreb, ils ne sont pas venus ici en convoi humanitaire, et qu'en matière d'héritage impérial et esclavagiste, les musulmans ont eux aussi un lourd passif. On rappelle par exemple que les traites négrières sont une invention de l'islam, non pas qu'il n'y avait pas d'esclavage avant l'islam, mais l'existence et la création de vastes circuits de traite négrières est une invention de l'islam en réponse à l'interdiction d'asservir un homme libre à l'intérieur de l'empire islamique. Et ce qui est assez étonnant, c'est que l'islam a beau apparaître 3 siècles après le premier réquisitoire prononcé contre l'esclavage que l'on recense dans la littérature universelle, en l'occurrence un homme d'église qui s'appelle Grégoire de Nice, les musulmans n'ont jamais été capables d'abolir l'esclavage de leur propre initiative. Il n'y a jamais eu, en terre d'islam, l'équivalent de cette controverse de Valladolid, au cours de laquelle des théologiens espagnols vont protester contre les exactions de leurs compatriotes contre les Amérindiens. Il n'y a jamais eu, en terre d'islam, l'équivalent d'un Condorcet, l'équivalent d'un Victor Schœlcher, l'équivalent d'un Lincoln, l'équivalent d'une société civile comparable à la Société des Amis des Noirs, qui en France a été un bastion de la lutte contre les traites négrières, l'équivalent de l'Anti-Slavery Society britannique, qui a aussi été un bastion de la lutte contre les traites à l'échelle internationale, à tel point que le reflux de cette infâme institution en terre d'islam, on a tendance à l'oublier, est presque exclusivement imputable aux pressions impériales occidentales, britanniques et françaises en premier lieu. Ce sont les Français qui vont forcer les Algériens à arrêter le commerce de nègres, comme on l'appelait à l'époque. Ce sont les Français qui vont fermer les marchés d'esclaves au Maroc. Ce sont les Britanniques qui vont faire pression sur l'Empire ottoman afin que celui-ci cesse avec le commerce des esclaves. Et aujourd'hui, on remarque que les courants indigénistes
post et décoloniaux sont très peu pressés de rappeler cette histoire et ce versant-là de l'histoire coloniale. Tous ces constats très historiques sont-ils encore pertinents dans un monde largement globalisé où l'islam et les musulmans ne peuvent être imperméables au monde occidental? Le monde musulman a été quand même marqué par l'expérience moderne et l'influence occidentale, donc il serait sans doute tout à fait abusif de dire que le monde musulman n'aurait pas bougé en 1400 ans. Il n'en demeure pas moins que les sociétés musulmanes restent en deçà de tous les standards que nous sommes en droit d'attendre des sociétés modernes et civilisées. On a parlé du fait que les sociétés musulmanes étaient surreprésentées parmi les régimes les plus autoritaires, affichaient des niveaux de misogynie, d'homophobie, d'antisémitisme qui étaient anormalement élevés. Il faut aussi remarquer que la contribution du monde musulman au progrès humain n'est pas à la hauteur de son poids démographique. En 2008, la Banque islamique de développement basée en Arabie Saoudite, qui je crois est peu suspecte d'islamophobie, se désolait que le monde musulman n'était responsable que de 0,1% des découvertes scientifiques originales, alors même qu'il pèse un quart de la population mondiale. Donc il y a quand même une forme d'arriération que d'ailleurs les musulmans ont été les premiers à déplorer depuis 2-3 siècles, depuis qu'ils se sont découverts dans une situation d'infériorité absolue à l'égard du grand rival occidental, même si malheureusement ces derniers ont rarement été capables d'en tirer les bonnes conclusions. Pourquoi ne croyez-vous pas en un islam libéral, un islam des Lumières, allant jusqu'à parler d'illusions réformistes? Les textes fondateurs de l'islam étant selon moi un tel condensé de violence, de haine et d'attentats à la dignité humaine, ma conviction est que toute tentative de fonder une société viable sur de telles traditions exige des efforts comparables à ces alchimistes qui voulaient transformer le plomb en or. Alors je ne nie pas qu'il existe dans le monde musulman des réformateurs courageux qui tentent effectivement de mettre en conformité leur religion avec les principes de la modernité. Les musulmans peuvent avoir une approche plus ou moins littéraliste de leurs textes et il serait évidemment absurde de dire que tous les musulmans appliquent le Coran à la lettre. Et ces réformateurs, il faut le souligner, prennent énormément de risques puisqu'ils prennent le risque d'être désignés comme des apostats avec les conséquences que l'on sait. Cependant, si il existe évidemment des musulmans tout à fait respectables et acculturés à la modernité, je pense qu'on peut dire sans hésiter qu'ils ne doivent pas leur urbanité à leur religion et que celle-ci s'obtient en dépit de leur religion. Et donc il existe une tension entre évidemment cette modernité et la religion musulmane. Et c'est sans doute à juste titre que Ernest Renan disait qu'émanciper le musulman de sa religion était le meilleur service qu'on puisse lui rendre. Après tout, je remarque que c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans bénéficient des libertés les plus étendues. C'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans bénéficient de la condition la moins désagréable. Et je pense qu'ils gagneraient à méditer ce paradoxe qui n'en est pas un en réalité. Ma conviction, c'est que tant que nous nous acharnerons à concéder à l'islam la moindre validité morale, nous conforterons les fanatiques qui pourront toujours se prévaloir d'être les plus conformes à l'orthodoxie islamique. Et donc la meilleure manière de couper l'herbe sous le pied des fanatiques serait selon moi de réfuter l'islam en tant que tel et de plaider en faveur de l'apostasie et d'avoir une approche radicalement rationaliste, similaire par exemple à celle que fut l'approche de ces philosophes qui étaient très critiques envers le christianisme. La France s'est montrée beaucoup plus sévère avec le christianisme qu'elle ne l'est aujourd'hui à l'égard d'une superstition qui, de mon point de vue, est beaucoup plus dangereuse. Sans doute en raison de ce que Pascal Bruckner a appelé le sanglot de l'homme blanc, de cette culpabilité coloniale hémiplégique qui fait que nous pensons être les dépositaires de tous les maux de la planète en oubliant le passif impérialiste des cultures non occidentales. Sans doute aussi en vertu d'une conception un peu rousseauiste et condescendante du musulman qui voudrait qu'il serait vain de lui appliquer les mêmes standards que ceux que nous nous appliquons. Donc il y a aussi peut-être une forme de racisme qui n'est pas tout à fait
dissipée, qui nous conduit à penser qu'il serait vain d'interpeller la raison et l'esprit critique de l'autre quand nous-mêmes nous manifestons à l'égard de notre propre histoire une plus grande exigence. En défendant l'apostasie comme seule voie souhaitable, avez-vous conscience de potentiellement blesser ou piquer au vif les Français musulmans? Il y a une possibilité évidemment d'être musulman en France, mais je pense que cette condition est une condition précaire, instable et qu'elle est l'objet de trop fortes tensions pour être tenable dans la durée. Je n'ai aucune volonté de piquer, je fais encore une fois le pari que les musulmans sont des adultes capables d'entendre un discours critique et je refuse de les considérer comme des enfants. Et j'espère de tout cœur que les musulmans sont davantage scandalisés par les désastres et les crimes qui sont commis en leur nom que par la dénonciation de ces crimes. Quand je vois par exemple en Iran les niveaux de désaffiliation religieuse assez spectaculaires que ce pays affiche en dépit du fait qu'il est gouverné par une dictature théocratique sanguinaire, je me dis que nous n'avons aucune excuse, nous en Occident, pour ne pas exploiter les espaces de liberté existants afin d'exposer les musulmans à un discours critique, radical, scientifique qui leur permettrait de se débarrasser définitivement de la superstition de Mahomet. Et ce devrait être en premier lieu le travail de l'éducation nationale que d'enseigner une approche du fait islamique beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus scientifique, avec la participation de toute une société civile, car c'est un combat qui doit être transpartisan et mené dans toutes les couches de la société française. Vous citez Chateaubriand, qui estime que la déchristianisation a laissé une place vacante à l'islam dans la société, puis Éric Zemmour, qui fait partie de ceux qui pensent qu'une rechristianisation pourrait être une solution. Partagez-vous ce constat? C'est vrai que c'est une objection très courante à droite de l'échiquier politique, l'idée que la déchristianisation de la France et de l'Europe serait en quelque sorte le péché originel qui expliquerait notre vulnérabilité contemporaine vis-à-vis de l'islam. Moi, à tout prendre, je préfère évidemment vivre dans une société de culture chrétienne que dans une société de culture islamique. Toutefois, l'idée que le christianisme serait le meilleur rempart contre l'islam se heurte selon moi à deux difficultés. La première difficulté, elle est philosophique. Il est quand même très difficile de démontrer la véracité d'une religion comme le christianisme. Donc exhorter les Français à se rechristianiser en leur disant « rechristianisez-vous parce que le Christ a ressuscité » me semble quand même assez compliqué dans un pays qui est quand même assez rationaliste. Et d'autre part, l'idée que le christianisme serait le rempart le plus crédible contre l'islam me semble aussi être démentie par 1400 ans d'histoire où la chrétienté a toujours battu en retraite face à l'islam, puisqu'il faut se rappeler que l'islam a pris place dans des régions qui appartenaient jadis à la chrétienté, que ce soit l'Afrique du Nord, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Anatolie, siège de l'Empire byzantin, que ce soit l'Arabie, la Mésopotamie. Toutes ces régions étaient jadis acquises au christianisme et tout cela a disparu au point que les populations de ces pays-là cultivent l'ignorance de leur passé chrétien avec une fierté peu justifiée, une fierté assez déconcertante. Quand on regarde là encore l'histoire récente, on remarque que le seul moment où le monde musulman va véritablement trembler, va voir ses fondations être un peu secouées, c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle, avec la diffusion des idéaux révolutionnaires dans le monde musulman, et avec le déversement dans le monde arabo-musulman de toutes les idéologies laïques, libérales, progressistes. Ce n'est pas au nom des évangiles, mais au nom du progrès et des Lumières qu'un Atatürk, par exemple, va remplacer l'alphabet arabe pour mettre à la place des caractères latins. Ce n'est pas au nom des évangiles, mais plutôt au nom du progrès des Lumières que le Tunisien Bourguiba va tenter de moderniser la condition féminine. Donc je remarque que 2 siècles de modernité placés sous la bannière des Lumières et du progrès ont fait beaucoup plus pour ébranler les mentalités et les institutions du monde musulman que 1400 ans de chrétienté avec ses armées et sa littérature apologétique. Et c'est la raison pour laquelle moi je crois beaucoup plus au pouvoir de Voltaire et de Diderot pour lutter contre l'islamisation qu'à celui de saint Thomas d'Aquin.